début de semaine sur la 54, voici la page de votre actualité ce lundi. Le président de la République croit toujours dans son projet d'électrifier le pays 24 heures sur 24. En marge d'un état des lieux à la centrale de Vareux lundi, il a appelé la population à la patience. Des agents de la fonction publique continuent de manifester devant les locaux du ministère de l'Économie et des Finances à l'avenue Charles Sumner. Lundi, ce sont ceux de l'IHSI qui occupaient cet espace pour exiger le départ du directeur général de l'institution, M. Wilson Fièvre. La période du blocage du pays a considérablement réduit la capacité de production de l'Office national d'identification, ONI, a indiqué son responsable de communication. 2000 cartes sont actuellement produites tous les jours contre 12 000 auparavant, selon Wendy Charles. Et puis à l'étranger, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a accusé dimanche un diplomate américain en poste à Bogota d'avoir participé à un complot déjoué qui prévoyait, selon lui, des attaques contre 2 casernes de l'armée vénézuélienne. Et enfin, l'ex-policier argentin Mario Sandoval a été extradé dimanche soir par la France vers Buenos Aires après 8 ans de bataille judiciaire. Restez avec nous pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uniassurance. Vivez en toute assurance. De retour pour le développement des grands titres. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre démissionnaire des Travaux publics, Transport et Communication TPTC, M. Fritz Caillot, et du directeur général de la Compagnie d'électricité publique EDH, M. Hervé Pierre-Louis, a effectué lundi une visite d'inspection des travaux d'aménagement de la centrale électrique de Vareux dans la commune de Cité-Soleil. Le chef de l'État, qui a promis d'apporter des changements au niveau du secteur énergétique, en a profité pour critiquer les parlementaires du fait de n'avoir pas donné leur approbation à l'accord de prêt signé entre Taïwan et Haïti afin d'alimenter le pays 24 heures sur 24. Les propos de Jovenel Moïse recueillis par Mario Silva et Riguer Noël. Moi-même, l'homme dérivé, l'autre bois, président taïwanais a demandé dans combien de temps de me penser que ça va le faire. Je me dit, dans 15 jours, parce que je me dépensé un bail qui concerne tout le monde. Il n'est pas privé dans le niveau parlement pour le débloquer. Mais malheureusement, mois de décembre, mais déjà là, depuis le directeur général EDH a signé un dossier, ça fait 1 an. Le projet à quoi pas jamais passé. Et c'est pour ça que je voulais dire aujourd'hui, pour nous comprendre bien que l'homme président a une vision, l'homme président a une volonté, il a un bon l'autre morceau de cola avec lui, son poison. Si l'autre pouvoir pas emboîter le pas, le sale son problème. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour nous comprendre bien que la production courant, ce n'est pas le problème, c'est la distribution. Ce n'est pas venir tromper personne. Le pays d'Haïti, pas qu'à un courant 24 sur 24 avec diesel avec mazout. Moi, je te dis déjà. Non, il n'est pas capable. Nous avons fait choix. La matrice énergétique, il n'est pas composé de gaz naturel, hydroélectrique, solaire, biomasse et éolienne. Ça veut dire là, c'est ça où les gens me disent, moun ti gwa moun okay, m'a profité di moun dans zone métropolitaine dans tout, sont boucanés pour tant bouilli. Parce que le docteur Calix va expliquer nous qui ça qu'a fait à travers 3 décrets qui étaient publiés le 3 février 2016 à partir de décret ça ANAC vient sous pied. Le docteur va expliquer nous exactement qui côté nous combien de départements qui n'appellent d'offres déjà
et qui situation Port-au-Prince qui étude qui est après pour zone métropolitaine. Et puis dans un tweet publié en marge de son état des lieux à Vareux, Jovenel Moïse croit toujours dans son programme visant à fournir au pays de l'électricité 24 heures sur 24. Il a invité la population à la patience. De son côté, le directeur général de l'EDH, M. Hervé Pierre-Louis, a indiqué que la réparation de la centrale de Vareux va contribuer à augmenter la production électrique. L'ingénieur Pierre-Louis n'a pas manqué d'encourager la clientèle à s'acquitter de ses passifs avec l'entreprise publique d'électricité. Je profite de micro pour remercier tous les collaborateurs. Parce que démarrer ça, je ne peux pas faire pour compte moi. Je remercie l'équipe là et me féliciter. Je remercie la population tout pour patience. Parce que le fait que 20, 30, 40 MW te manqué, je connais que je souffri pendant quelques semaines. Mais je promets, même j'en ai deux moteurs là qui démarrent avec même ressources. Et avant fin semaine, nous allons mettre plus de MW sur le réseau. Et Vareux 2 qui dit des donneurs là, avec aide ministre, gouvernement, président, premier ministre, là, capable de jouer un combustible. Et nous-mêmes, nous avons géré la question des ressources humaines pour que, avant Noël, eh bien, toute capacité de production centrale Vareux sortie à ce réseau pour la joindre population pour améliorer la quantité de production. Je dis à la population tout que la production, c'est une, mais pour nous, c'est ensemble pour nous marcher avec la compagnie, pour nous payer facture, nous, pour adopter bon comportement. Par ailleurs, le directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur énergétique, ANARC, M. Ivenson Calixte, qui accompagnait également le chef de l'État à Vareux, a fait savoir que 2 firmes ont été retenues dans le cadre des appels d'offres pour la construction de micro-réseaux électriques dans plusieurs régions du pays. Monsieur Calixte, qui n'a pas donné de précision sur ces compagnies, dit espérer que l'accord sur le prêt accordé par le gouvernement taïwanais à Haïti pourra être ratifié en vue de la matérialisation du projet d'électrification du pays, tel que promis par le locataire du Palais national. Suivez. L'appel d'offres nous fait là, il y a un problème de stabilité qui va entreprise pas répondre. Nous allons lancer version 2.0, ça c'est la deuxième version appel d'offres là, et dès le mois de février, nous allons lancer appel d'offres pour 44 communes qui étaient. Ça qui est intéressant, nous souhaitons que l'accord Lagantan approuvé et ça permet automatiquement de démarrer avec construction dans 40 communes. Et tout micro-réseau, c'est 2 technologies nous allons déraper avec. C'est technologie solaire avec stockage. Ça veut dire que nous ne pas utiliser diesel encore. Effectivement, tout le monde connaît que pendant le soir, côté de demande extrêmement importante, ça peut arriver, nous fait diesel la marché pour 3-4 heures de temps, c'est plus économique, et puis nous passer sous solaire à la journée, et puis stockage le soir. Donc, tout micro-réseau, ce sont des micro-réseaux intelligents qui vont utiliser d'abord le solaire et le stockage, et en backup, on a bien diesel là. Et nous pas tant pour nous déraper, nous avons un micro-réseau de nous qui est en cours de construction, et encore dans un pays là, parce qu'en septembre, de supposer qu'il y a compagnie Émirats Arabes Unis qui pour rentrer vers centrale là, me faire un contact avec eux là, me réunion avec eux demain. Les employés de l'Institut haïtien de statistique et d'information IHSI ont organisé lundi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Économie et des Finances en vue de réclamer le départ du directeur général de l'institution, M. Wilson Fièvre. Les protestataires lui reprochent sa mauvaise gestion de l'institution. Algérique Brunache, l'un d'entre eux, au micro de Johanna Fosta et de David Mercius. Donc nous venons là matin pour nous dire 2 bagailles principales. C'est que nous demandons des ministres là pour nous l'autre DG. C'est un. Et deuxièmement, nous demandons pour le ministre bail IHSI local qui a hébergé tout employé. La préoccupation, c'est que nous nommons un monde dans cette institution qui a des allégations de corruption qui planent sous l'eau. Son bail qui va créer une perception négative qui va décrédibiliser le bureau parce que IHSI c'est un organe qui produit données. Et données, une caractéristique qu'il faut fiable. Avec présence au monde, tant que Wilson Fièvre dans cette institution, il y a des doutes qui peuvent créer sous données. Et une fois que il y a une perception négative de l'institution, toutes données, IHSI en soi, imagine pour les connaître. Il va le décrédibiliser. Donc nous venons là juste pour nous faire tant de voix, pour nous dire mais quelle situation qui a pris dans l'IHSI, ça prend le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour le président retourner sur décision là, parce que depuis Wilson Fièvre,
toujours une allégation de corruption ça sous doli, nous pas accepter collaborer avec monsieur en tant que DG IHSI. Par ailleurs, les contestataires ont rendu le DG de l'IHSI responsable de son dysfonctionnement durant environ 3 mois. Pour Ulysse Benison, un autre employé de l'IHSI, le chef de l'État devrait se prononcer sur ce dossier. Ces propos toujours au micro de Johanna Faustin et de David Mercius. N'a fait appel à sagesse président République là. Président République là qui a droit de nommer mon tête direction générale. Ça nous clair là-dedans. Dans ce sens ça, un monde comme Wilson Fièvre comme nous dit, nous pas aucun problème ensemble avec elle. Tout simplement c'est pas celle dans tête ONI qui posait problème là. Mais comme nous dit, si jodi tribunal administratif pays qui se couche des comptes dresser un rapport pour dire que ça a été reproché M. Wilson Fièvre là, c'est pas vrai. Nous-mêmes, ensemble, employés IHSI, nous prêts pour nous faire dépassement, pour nous collaborer ensemble avec eux. Dans ce sens, nous avons demandé que le président de la République, là, pour adopter une position de sagesse, pour être capable de retourner sous choix, pour qu'il ça parce que ce n'est pas seul M. Wilson Fièvre qui est capable d'occuper poste ça. De ce fait, de pas importance IHSI. Tout. Nous avons plus passé 2 mois depuis nous pas fonctionner à cause du problème ça. Dans ce sens, si IHSI sont une institution importante dans les yeux du président de la République, là, dans les yeux ensemble monde qui autorité dans ce sens n'a demandé pour être capable de retourner sous décision parce que l'institution fonctionne nous pas jamais publier rien comme données dans ce sens nous demander à ce que le président t'a tourné sous décision. La période de blocage du pays a considérablement réduit la capacité de production de l'Office national d'identification, ONI, a indiqué son responsable de communication. Actuellement, les agents produisent quotidiennement 2000 cartes contre 12 000 auparavant, se désole Wendy Charles qui invite les citoyens à récupérer leurs signes avant le 31 décembre prochain. À cette date, l'ancienne carte d'identification nationale ne sera plus valide, a-t-il prévenu. Une décision dénoncée par des militants des droits humains, arguant l'incapacité de l'ONI à respecter la demande des contribuables. Observons une courte pause pour les informations internationales. De retour après la pause, passons à présent à l'étranger. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a accusé dimanche un diplomate américain en poste à Bogota d'avoir participé à un complot déjoué qui prévoyait selon lui des attaques contre 2 casernes de l'armée vénézuélienne. D'après le gouvernement de Caracas, le complot avait été préparé par 2 parlementaires vénézuéliens d'opposition, Yanet Fermin et Fernando Orozco. Lors d'un discours dimanche devant l'Assemblée constituante acquise au pouvoir, M. Maduro a affirmé que des agents du renseignement militaire vénézuélien s'étaient rendus vendredi soir au domicile de Yanet Fermin, accusé d'avoir ourdi ce complot avec Fernando Orozco. Au même moment, toujours selon M. Maduro, le diplomate américain James Story a téléphoné à un responsable gouvernemental vénézuélien, le vice-ministre des Affaires étrangères pour l'Amérique du Nord, M. Carlos Ron, pour s'enquérir du sort de la députée. Toujours à l'étranger, l'ex-policier argentin Mario Sandoval a été extradé dimanche soir par la France vers Buenos Aires après 8 ans de bataille. L'homme est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la disparition d'un étudiant en 1976 sous la dictature argentine. Exilé en France en 1985 à la chute de la junte, l'ancien policier avait été arrêté mercredi à son domicile de Nogent-sur-Marne, en banlieue parisienne, après le rejet d'un de ses derniers recours. Ce jour-là, le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative, avait validé définitivement un décret d'extradition pris par le gouvernement français le 21 août 2018. La justice argentine le soupçonne d'avoir participé à plus de 500 faits de meurtre, torture, séquestration dans le pays entre 1976 et 1983. Des témoins le surnomment Churrasco, en référence à la torture des victimes à l'électricité sur un sommier en métal.
Voilà, c'est la toute fin de ce journal. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Téléchargez notre application si vous avez un smartphone, c'est Radio Télé Pacifique, ou cliquez sur notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez sur la 54 pour la suite de la programmation.